des Forecars, c'est vraiment de transmettre un maximum d'informations à nos membres sur l'école Horizon Europe. Et là, sur les sujets mobilité, bon, dans le nom de notre pôle, il y a le terme mobilité, donc on comprend rapidement pourquoi on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous participer, de vous, pardon, partager hop, le programme de ce webinaire. Hop, alors, donc, je vais vous faire une rapide introduction. Ensuite, nous avons demandé aux membres du PCN Transport, Thilo Schoenfeld et Jean-Marc Zaccardi, de nous présenter les calls autour du MAS et des nouvelles mobilités. Et ensuite, François Baudin de l'IRISA nous donnera son feedback sur un projet qui a été réalisé sur le sujet et qui a été réussi. Donc tout d'abord, donc comme je vous disais, hein, les mobilités, c'est vraiment un sujet extrêmement prégnant pour les membres ID4CAR. Et on se rend compte aussi en parallèle qu'il y a énormément d'opportunités au niveau Europe, parce que c'est aussi un sujet prégnant au niveau européen. Aujourd'hui, donc vous allez avoir une présentation des différentes opportunités qu'il y a. Je voudrais en profiter aussi pour vous représenter l'accompagnement que propose ID4CAR à tous ses membres, que ce soit entreprise ou académique, tout au long de la vie d'un projet. Donc là, aujourd'hui, on est dans le cadre des projets européens, mais pour les projets d'innovation nationaux, on effectue le même type d'accompagnement. Donc, tout au long de la vie du projet, que ce soit la clarification de l'idée, donc on peut être là en appui pour vous aider à analyser l'idée, à préparer le projet, à préciser le projet. On est là pour vous aider à trouver des partenaires, et notamment dans le cadre européen. On travaille aussi sur de la recherche de guichets de financement. Parfois, vous pouvez avoir une idée sur un guichet de financement précis et pour X ou Y raison, votre projet peut avoir des difficultés, par exemple, à entrer vraiment dans les critères d'éligibilité. Nous, on va chercher avec vous quel autre guichet pourrait être pertinent pour ce type de projet. On vous apporte du support au niveau de la rédaction du projet. Alors, on ne propose pas de rédiger un dossier pour vous, notamment dans le cadre européen, mais on vous propose d'être là en relecture et notamment avec des experts du domaine pour améliorer au maximum votre dossier pour qu'il puisse être sélectionné. Au moment du dépôt du projet, on est là pour labelliser le projet. On a travaillé sur notre process de labellisation des projets européens de manière à pouvoir intervenir plus tôt dans le process, parce qu'on sait que dans les projets européens, étant donné le nombre de partenaires et parfois la complexité des work packages, l'idée c'est d'intervenir tôt pour donner des feedbacks pertinents qui puissent être suffisamment en avance de phase pour travailler sur ceci avec le consortium si nécessaire. Et on est là aussi au moment de la communication du projet. On fait notamment sur des projets en cours, on transfère de l'information à tous nos membres, de l'information ciblée en fonction de la pertinence des résultats du projet pour l'activité de chacun de nos membres. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous. Donc, sur la partie Europe, donc, il y a donc Isabelle Dussutour et moi-même, Véronique Rottier, qui travaillons sur ce sujet-là. J'en profite juste pour vous redonner une info. Nous organisons avec les autres collègues des autres pôles mobilité français un webinaire le 18 février autour de tous les dispositifs, que ce soit nationaux ou européens, autour des mobilités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Vous aurez un complément d'information, notamment sur le volet national ou encore sur le dispositif EIC Accelerator. Nous avons plusieurs actions communes avec les autres pôles donc, qui sont Véhicules du futur, Cara et Next Move. Et notamment, nous avons une représentation commune aussi avec la PFA, donc la plateforme française de l'automobile, à Bruxelles, donc dans la personne de Mathieu Sareva. Ce qui nous permet d'être présents à Bruxelles sur les sujets qui intéressent nos membres et plus particulièrement, nous faisons partie de 4 partenariats publics-privés
qui s'appelle Bad for EU, 2.0, Made in Europe. Et j'ai un trou de mémoire sur le 4e, je suis navrée. Donc voilà, donc on a une représentation à Bruxelles qui nous permet de participer à ces différents partenariats publics-privés. Et donc, et nous travaillons, juste pour terminer, nous travaillons aussi au sein du GTN Transport pour pouvoir faire remonter les informations, les besoins indiqués par nos différents membres. Voilà, donc le grand message, c'est vraiment n'hésitez pas à faire appel à nous pour tous vos besoins de projet. Donc, je vais pouvoir passer la parole à Jean-Marc et Thilo donc, du PCN Transport. J'en profite une nouvelle fois pour les remercier de leur participation à ce webinaire. Thilo, Jean-Marc, je vais arrêter le partage de ma présentation pour que vous puissiez partager la vôtre. Alors, le temps que le partage se fasse, je voudrais juste repréciser, l'idée, c'est aussi que le webinaire puisse être interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, il y a un principe de chat et il y a un principe de questions-réponses, donc plutôt dans la partie questions-réponses, à poser vos questions, que je relayerai aux intervenants au fur et à mesure, autant que de besoin. Voilà, Jean-Marc et Thilo. Alors, on voit votre présentation. Par contre, vous êtes en mute tous les deux. Pour moi, ça devrait être réglé. Bonjour à tous. Par contre, Thilo, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Ah. Thilo, alors on voit bien la présentation. Par contre, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Ah, Ouais. je pense que là, ça devrait être bon. Je ne sais pas si tu nous entends, Thilo. Oui, oui. Ah. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. Ouais. Par contre, ça fait comme tout à l'heure, Jean-Marc, le si tu son peux diminue. commencer. Oui, par contre, là, au niveau du partage... Allez, on recommence. C'est bon? On te voit, on t'entend, mais on ne voit pas ta présentation. Ouais, parce que j'ai arrêté. Hop, il ne reste plus qu'à la mettre en grand écran. Parfait. Voilà, désolé du couac technique. Donc, merci Véronique et donc manager général au pôle IT for Car d'avoir sollicité le PCN Transport, donc Jean-Marc et moi-même, Thilo Schonfeld. Nous avons un rôle donc, de point de contact national pour la thématique du transport qui est exercé au niveau du ministère, donc MESRI, ministère de l'Enseignement supérieur à la Recherche et l'innovation en France, pour informer les acteurs du secteur du transport d'une manière générale, donc pas uniquement terrestre, mais aussi maritime, sur les activités donc, du programme Horizon Europe, et donc informer sur le contenu des appels à projets, mais aussi des services de chercher des partenaires en Europe, etc. Thilo, on ne vous entend pas très très bien. Vous êtes... En fait, je pense que c'est quand vous vous reculez, peut-être qu'on entend moins bien. Ouais, je me rapproche un peu, désolé. Merci. Donc, avec Jean-Marc, nous pensons, même si le programme Horizon Europe a déjà démarré il y a presque un an, c'est-à-dire lancement officiel au mois de mai 2021, que ça mérite de passer quelques minutes sur la structure du programme Horizon Europe, qui donc, a démarré en 2021, qui court jusqu'en 2027, avec un budget assez important de 95,5 milliards d'euros, et qui est structuré notamment pour la recherche en 3 piliers, et notamment, comme vous voyez sur cet écran, sur cette slide, au milieu, le pilier 2, qui couvre les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui, et notamment donc, le cluster 5 au milieu, sur le climat, l'énergie et la mobilité, est doté d'un budget total de 15 milliards d'euros, sans que le budget par thématique est
on soit spécifié à mobilité et transport, à peu près 7 milliards d'euros. Vous avez en bas, sur nos planches qui vont être disponibles, il me semble, après le webinaire, il y a le replay également, les liens vers les sites officiels qui vous donnent plus d'informations. Donc, au total, le pilier 2 est doté quand même d'un budget assez conséquent sur la durée de 2021-2027 de presque 54 millions d'euros. Thilo, on a des difficultés à vous entendre parfois. Sinon, Jean-Marc, tu prends, je suis désolé. Oui, je peux prendre la relève, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, merci, okay, désolé Thilo. Non, mais je garde les planches et tu me donnes. Oui, je te laisse passer les planches dans la suite. Donc là, ce que vous voyez sur cette planche, c'est la structuration du cluster 5 avec les 6 destinations. Et celles qui intéressent plus particulièrement le PCN Transport sont la destination 5 et la destination 6. Et on intervient aussi avec nos collègues du PCN Climat et Énergie sur la destination 2 pour la partie batterie. Donc destination 5, mode de transport propre et compétitif, et destination 6, des sujets un peu plus variés en fait sur des services de mobilité et de transport. Donc on vous a rajouté aussi sur ce slide le lien qui vous renverra vers le programme de travail, donc c'est-à-dire la liste de tous les appels à projets 2021-2022, donc sur l'ensemble du cluster 5 et notamment sur ces destinations 5 et 6. Alors en termes de budget, ce cluster dans son intégralité dispose d'un budget de 3 milliards d'euros pour 2021-2022. Et ce qu'on a essayé de souligner ensuite, ce sont plutôt les budgets qui sont liés au transport routier pour ce webinaire aujourd'hui. Donc pour la destination 5 en 2022 uniquement environ 250 millions d'euros. Grosso modo, le même budget était disponible en 2021 sur cette destination 5. Et plus particulièrement donc, sur la destination 5 en 2022, dans les appels là qu'on va aussi vous présenter, vous avez le premier item, la première sous-destination, transport routier à 0 émission. Si tu déroules, Thilo, avec un budget de 100 millions d'euros environ pour les appels 2022, donc là avec une clôture en avril 2022. Vous retrouvez aussi du transport routier dans la destination 6, donc qui dispose d'un budget d'environ 213 millions d'euros pour 2022. Donc destination 6, il y a déjà une première vague d'appels qui a été clôturée en janvier, le 12 janvier, je crois, ou le 10 janvier de cette année, avec notamment des appels sur la thématique SICAM, donc mobilité connectée, coopérative et autonome, pour 88 millions d'euros. Il y avait aussi des appels en janvier 2022 qui se sont clôturés sur la partie safety, sur le slide suivant, Thilo. Donc là, pour la partie routière uniquement, donc la partie safety inclut différentes thématiques, ça peut être de la sécurité sur du transport aérien ou sur du transport maritime. Il y en avait à peu près pour 13 millions d'euros sur la partie routière. Et donc une deuxième vague d'appels est lancée pour 2022 avec une ouverture cette fois-ci en avril des appels et une clôture en septembre. Et cette vague-là va concerner uniquement la thématique du transport multimodal pour environ 91 millions d'euros. Donc au global, avec tous ces chiffres, on arrive sur 2022 à un budget pour le transport routier qui est de l'ordre de 300 millions d'euros. À rapprocher en fait des budgets que vous pouvez voir là pour l'ensemble du programme 2021-2022 sur les différentes destinations. Donc on retrouve tout en bas les 3 milliards d'euros alloués au cluster 5 notamment, et près de 900 millions d'euros pour les destinations 5 et 6. Pour votre info, vous retrouvez aussi juste une info Thilo sur le slide précédent. Sur la droite, en fait, les types d'actions qui sont concernées par les différentes destinations, donc les destinations 5 et 6 en bas, avec en jaune les RIA, les actions de recherche et d'innovation, et en violet les IA, avec par exemple sur la destination 5 une parité presque parfaite entre les différents types d'actions. Donc ça vous donne aussi une idée de ce qui est attendu sur ces différentes destinations en termes de TRL pour les différentes thématiques. Donc ça, c'était pour la partie introduction générale. Maintenant, on peut vous faire déjà un premier retour sur la première vague d'appels 2021, donc, puisque nous disposons déjà des résultats en fait, des
des propositions qui ont été soumises pour la destination 5. Donc, il y a eu une clôture en septembre 2021. Donc, il s'agit de tous les appels qui sont en 2021, D5, 01, quelque chose. Donc, vous aviez 17 appels de mémoire, avec environ un tiers aussi de mémoire qui devait concerner le transport routier. Donc, si on regarde en termes de taux de succès, disons, donc au global, la commission a reçu 135 propositions de projets pour ces appels 2021 de la destination 5, dont 3 inéligibles. Donc voilà, il faut savoir que ça arrive, il y a des propositions qui sont considérées comme étant inéligibles et qui ne sont donc pas évaluées en fait, par les experts. Donc, ce qui fait 132 projets évalués et 37 projets qui ont été retenus. Donc ça vous fait un taux de succès global, alors sur la base du nombre de dossiers, et pas du budget, mais ça vous fait un taux de succès de l'ordre de 28%. Et dans la suite, là, vous voyez donc les nombres de propositions évaluées et retenues par la commission donc, sur la thématique to zero, donc le transport routier zéro émission, sur l'aviation, le transport maritime, et la thématique impact du transport sur la santé et l'environnement qui concerne aussi en partie le transport routier. Et donc il y a une autre action, le dernier topic qui était un peu particulière sur une CSA qui est un peu à part. Donc là, sur le transport routier, entre to zero et la thématique impact sur la santé, vous voyez des taux de succès entre 26 et 50%, entre guillemets, pour cette thématique. Sur le slide suivant, vous avez un peu plus de détails sur les appels en fait, qui concernent directement le transport routier, disons. Donc les 4 premiers sont issus du partenariat to zero. Et les 2 derniers, les 15 et 16, eux sont plutôt dans la sous-destination impact du transport sur la santé et sur l'environnement. Donc dans la première colonne, vous voyez le nombre de propositions que la commission a reçues pour chacun de ces topics, avec 2 propositions, donc 2 des 3 inéligibles qui concernent le transport routier. Dans la colonne du milieu, vous voyez en fait ce que la commission avait annoncé en termes de nombre de projets qui seraient financés. Donc ça, c'est annoncé dans le programme de travail. Et sur la droite, vous voyez le nombre de projets qui ont été acceptés. Donc c'est assez variable et vous pouvez voir notamment que sur le premier appel, donc la commission a bien reçu 3 propositions et avait prévu de financer 3 projets, mais visiblement elle a estimé que 2 de ces 3 propositions n'avaient pas le niveau requis et finalement donc elle a décidé de ne financer qu'un seul projet, sachant que voilà, le reliquat de budget entre guillemets se répercute sur d'autres appels. Donc vous avez au total 13 projets qui ont été acceptés sur les 46 qui ont été déposés. Donc là encore, en fait, vous avez un taux de succès global pour le transport routier qui est le même que pour la destination entière, de l'ordre de 28%. Une petite remarque, du coup, les premiers appels 2021 de la destination 6 ont été clôturés en octobre 2021, si la mémoire est bonne, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc on n'a pas le même type de chiffres, disons, à vous présenter pour 2021 sur la destination 6. Donc là maintenant, on passe aux appels 2022. Donc il y a plusieurs appels à la fois dans la destination 5 et dans la destination 6. L'idée, c'est pas de vous faire une lecture en fait des appels, puisque vous pouvez retrouver toutes les informations directement dans le programme de travail ou sur le portail de la commission, donc avec le Funding and Tenders Portal. Donc l'idée, c'est pas de vous faire une redite de tout ça. Une info importante, si vous ne l'avez pas déjà, c'est que la commission a organisé un info day le 3 février dernier pour présenter les appels à projets 2022 sur tout le cluster 5, donc incluant bien entendu destination 5 et destination 6. Donc vous aurez le lien sur le dernier slide. N'hésitez pas à regarder les enregistrements de cette info day. Alors, pas spécialement pour la présentation des topics, c'est assez consensuel. Hein. Vous retrouverez toutes les informations qui sont déjà dans le programme de travail. Mais par contre, je vous invite à regarder surtout les sessions de questions-réponses
à la fin de chaque présentation des sous-destinations, puisque là, vous pourrez apprendre quelques petites choses complémentaires. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais pas passer en revue forcément tous les appels et vous donner tous les détails, mais juste vous indiquer quelques-uns des sujets qui ont été évoqués lors de cette info-day. Oui. Remarque, excuse-moi, donc il y a une question, je pense que ça vaut le coup d'en parler sur cette planche-là. Qu'est-ce que c'est les IA, RIA, SCA Oui. Donc quels sont les instruments? Merci. Donc IA, RIA, CSA sont les types d'actions que vous pouvez, qui sont mentionnés en fait sur chacun des appels à projets. Donc IA, action d'innovation, Innovation Action. RIA, c'est une action de recherche et d'innovation. La différence principale entre les deux, on va dire, c'est le niveau de TRL. Donc TRL, c'est Technology Readiness Level, c'est un peu le niveau de maturité des solutions que vous allez proposer. Donc sur quasiment chaque appel à projet, vous verrez dans l'encart qui débute l'appel, une mention justement au TRL que le projet doit atteindre, doit démontrer en fin de projet. Donc typiquement, si vous êtes sur un TRL, là, ce que vous voyez à l'écran, donc vous avez une IA pour le premier appel, donc le D50108. Donc c'est une action d'innovation. Les actions d'innovation visent des TRL plus élevés que les actions de RIA, comme vous le voyez en comparaison du deuxième appel. Donc vous êtes sur du 7-8, sachant que l'échelle va jusqu'à 9. Alors que si vous voyez une action de RIA, c'est le cas de l'aviation, par exemple, vous avez des appels avec des TRL entre 2 et 4, donc vous êtes sur des actions beaucoup plus en amont, plutôt orientées recherche, comme le nom l'indique. Donc les CSA, c'est des actions de support et de coordination, donc ce sont des actions assez particulières. Donc là, par exemple, le topic numéro 11, c'est une action, donc c'est souvent des actions aussi qui ont des budgets plus limités. L'action D50101, c'est une CSA. Et là, l'idée, c'est de faire la promotion des actions de recherche et d'innovation autour du transport routier par des actions de dissémination et de communication, par exemple. Alors, juste quelques mots-clés pour avancer. Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est bon. Donc, si tu reviens sur le slide précédent, Thilo, juste quelques mots-clés pour les participants. Donc, sur la destination 5, le premier appel, donc, il est question d'une plateforme d'un GMP modulaire pour la partie véhicules lourds, zéro émission, donc soit des véhicules à batterie, soit des véhicules piles. Une des questions qui a été posée lors de l'info-day concerne le type de modularité attendu, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut un véhicule qui puisse faire à la fois du véhicule à batterie ou du véhicule fuel cell, par exemple? Donc, c'est un exemple de question qui a été traité. La réponse étant en fait que la modularité, c'est pas forcément le changement de technologie, mais ça peut être un système, un véhicule à batterie modulaire, par exemple, pour différentes applications. Une autre info qui me semble aussi intéressante, qui vient de l'info-day sur le topic 0109. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce topic et qui l'ont lu, il y a un acronyme CRM dans le descriptif du topic qui est détaillé en composite reinforced material, si ma mémoire est bonne. En fait, c'est une erreur dans le topic. Il faut lire critical raw material, donc ce qui change quand même un peu la donne. Donc là encore, regardez la session de questions-réponses suite à la présentation de ce topic. Donc voilà, c'est ce genre d'informations assez intéressantes qui ne sont pas toujours écrites dans les appels que vous pouvez retrouver dans ce type d'info-day. Je peux passer au suivant, je vais avancer, Thilo. Sur la destination 6, comme je le disais tout à l'heure, en fait pour 2022, en septembre 2022, donc la clôture, vous n'aurez que des appels qui traitent de transport multimodal. Donc les autres thématiques, SICAM et safety ne sont pas présentes en fait dans cet appel pour septembre 2022. Donc vous avez en quelques mots donc un appel, donc le 01 qui va traiter en fait de l'intégration et de l'harmonisation de différents réseaux de logistique. Donc l'idée c'est de rendre le système global plus ouvert, plus efficace et partagé. Le deuxième appel, alors je vais reprendre quelques notes. Donc là c'est plutôt dédié à la logistique dans les villes et à la réduction de l'impact en fait de ce secteur de la logistique sur l'environnement urbain de manière générale. Le troisième traite de résilience
Oui, c'est ça. Excusez-moi, je reprends un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de topics à balayer. Et il est aussi question en fait de pouvoir fournir aux autorités un accès rapide en fait aux caractéristiques, on va dire, du transport en fait dans sa globalité. Donc ça concerne des accès aux informations, par exemple sur le chauffeur, sur la marchandise qui est transportée, sur le véhicule. Le quatrième, il s'agit de services de mobilité partagés. Alors notamment bien entendu au sein des villes. Donc là, il est question de micro-mobilité, de mobilité partagée comme des vélos, des trottinettes partagées, etc. Donc là, on est vraiment dans la thématique Mobility as a Service sur cet appel-là. Donc voilà, je passe assez vite pour vous donner quelques mots-clés et quelques thématiques. Sur le cinquième topic, sur le slide suivant, Thilo, on a plutôt un appel ici qui est dédié à la gestion des réseaux et du trafic. Donc là, il est question de gestion de données, de gestion de flux de passagers pour faire face à certaines situations particulières comme des embouteillages en milieu urbain ou des choses comme ça. Alors là, il y a eu une info intéressante, notamment lors de l'Info Day. Donc, il est bien question de traiter des applications passagers et des applications transport de fret. C'est un « et », ce n'est pas un « ou » en fait dans le topic. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans la construction de vos projets. Le sixième est dédié à l'infrastructure, donc tout au long de son cycle de vie. Donc, on parle de conception d'infrastructures de transport, on parle aussi de maintenance et de recyclage, d'économie circulaire autour de ces infrastructures de transport. Infrastructures de transport qui inclut, et là aussi c'est une info qui a été partagée la semaine dernière, qui inclut aussi potentiellement les infrastructures rail. Et la dernière, le dernier topic 07, donc celui-ci il est lié aussi à la résilience et en fait aux événements disruptifs. Donc il y a déjà eu, si ma mémoire est bonne, un appel l'an dernier un peu sur cette même thématique. Donc là, il est question d'améliorer la résilience des infrastructures de transport par une meilleure interconnexion, par exemple. Donc voilà, c'était pour vous donner un aperçu global des appels que vous avez encore ouverts pour 2022 dans le cœur du programme de travail. Et très rapidement, je voulais juste mentionner les 2 appels missions qui peuvent aussi concerner le transport. Donc les missions, c'est un nouvel instrument qui a été mis en place là dans le cadre d'Horizon Europe. Vous avez 3 missions qui sont rattachées au cluster 5. Vous avez une mission océan, une mission adaptation au changement climatique et vous avez une mission ville. Et dans cette mission ville, vous avez des appels à projets disons conventionnels, et notamment 2 que vous allez voir sur les 2 slides suivants, Thilo, s'il te plaît, qui concernent plutôt le transport. Donc vous avez un appel, un appel qui est estampillé 2021, mais avec une date de clôture en 2022, qui concerne en fait les transports publics. Donc là, l'idée, c'est d'améliorer l'offre globale et l'attractivité des transports publics et de promouvoir en fait l'utilisation des transports publics. Donc ça, c'est le premier appel qui va se clôturer en avril. Et vous avez aussi un autre appel dédié aussi à la mobilité urbaine qui sera clôturé lui aussi en septembre 2022, donc toujours pour la mission ville. Donc juste une info, je ne rentre pas dans le détail de cet appel non plus, mais juste une information pour vous. En termes d'éligibilité, ces appels conventionnels, en tout cas pour 2022, ne sont pas restreints aux villes qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt sans ville climatiquement neutre. Ce sont des appels assez ouverts. Maintenant, bien entendu, il faut garder en tête que, puisque vous avez des démonstrations à faire sur des territoires, vous ne pouvez pas forcément tous coordonner ce type de projet. Voilà, le lien vers l'Info Day pour revoir toutes les présentations qui ont été faites par la commission. Et un autre événement qu'on vous annonce ici, donc une conférence, la 5e ou 6e édition de la conférence qui est organisée par les partenariats ToZero et SICAM cette année avec AirTrack et la Commission sur les résultats des projets qui traitent de transport routier, donc des projets européens qui aura lieu à la fin du mois de mars à Bruxelles. Et un tout dernier slide pour conclure, pour vous rappeler l'adresse du site
du Messri dédié à Horizon Europe, donc sur lequel vous trouverez toutes les informations utiles, tous les événements qui sont organisés, pas uniquement par les PCN, même par des partenaires. Vous retrouverez également toutes les ressources juridiques et financières. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre liste de diffusion, n'hésitez pas à nous faire signe avec l'adresse que vous voyez sur cette planche et vous recevrez ainsi quelques actualités et quelques manifestations d'intérêt, par exemple, pour du réseautage. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop long. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez plus tard. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Thilo. Oui, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous êtes OK, moi, je me chargerai de transmettre la présentation avec les liens aux participants à l'issue de la session. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de calls qui sont ouverts. Les replays sont effectivement très utiles sur les questions-réponses. Pour information, pour tous nos membres, on travaille actuellement sur des montages de consortium sur un certain nombre de ces calls. Donc, si vous êtes intéressé, donc en fin de webinaire, on vous proposera de répondre à un petit questionnaire. Donc, n'hésitez pas à manifester votre intérêt si vous souhaitez qu'on vous recontacte sur le sujet pour vous aider à rejoindre un consortium ou à travailler sur le montage d'un consortium. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. Merci encore, Jean-Marc et Thilo. C'était très clair et complet. Et je pense qu'effectivement, les ressources transmises pourront bien aider les participants qui souhaitent aller plus loin. Donc, Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. À très vite. Si vous avez encore des questions pour Jean-Marc et Thilo, je crois qu'il reste un petit peu parmi nous, donc n'hésitez pas, on pourra leur poser ensuite. Sinon, je me ferai fort de faire le relais. Je vous propose que François Baudin donc de l'IRISA puisse continuer et nous présenter un projet européen sur lequel son équipe a travaillé. Merci François d'être ici. Oui, merci pour l'invitation. Merci à tous pour la présence. Attendez, il faut que je fasse le partage d'abord. Voilà. Super, on voit très bien. Voilà, très bien. Donc, je vais vous présenter le projet ACMO. Alors, ce n'est pas un projet Horizon, hein, c'est un projet CEF. Mais on retrouve les mêmes problématiques de projets européens, ce n'est pas très différent. Alors, l'idée qu'on s'était fixée, c'était de travailler sur la qualité de l'air, en relation avec le transport, et du coup, de traiter de 3 éléments sur cette qualité de l'air, en complément de ce qui se fait par ailleurs par Airbus et les ASGA en général. Donc, mesurer de façon un peu plus fine le territoire, donc collecter de la donnée dans le temps, avoir quelque chose d'assez fin et à un coût raisonnable, analyser les scénarios. Donc ça, c'est réunir dans le même ensemble une partie digital twins, modèle numérique, de façon à pouvoir faire des what-if, j'en parlerai un peu plus, et puis partager les résultats, donc à travers les données. Donc c'est un projet de 30 mois avec un budget d'1,2 million et qui s'est terminé en décembre 2020. Alors, si je résume, on a des capteurs qui sont positionnés sur des bus. Alors, pourquoi on a pris ça? Je vais le faire détailler après. On a des plateformes de distribution de ces données. On a les sources de polluants qui sont utilisées pour la simulation numérique. Et à droite, on a les calculateurs qui peuvent être utilisés, supercalculateurs ou pas, et puis les résultats de simulation qui permettent de voir comment les polluants qui sont produits par le transport essentiellement, mais pas seulement, vont se disperser sur le territoire en fonction de la météo. Et tout ça, l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. Et les projets européens, pour faire ça, c'était assez pratique.
parce que du coup, on se retrouve avec un problème de pluridisciplinarité. Donc, on doit réunir des acteurs du transport, de la qualité de l'air, de l'Internet des objets, du réseau, de la gestion du stockage, des workflows et de la simulation. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans un projet européen et qui fait une de leurs spécificités. Et évidemment, l'intégration est la partie la plus difficile dedans. Et donc, évidemment, faut trouver des partenaires qui vont être capables de travailler ensemble correctement, ce qui est une difficulté à anticiper. Alors, les partenaires pour couvrir le spectre, donc on va des bus à la simulation numérique. Du coup, donc c'était l'université qui était le coordinateur, Airbraze qui monitore, qui surveille la qualité de l'air en Bretagne, c'est un acteur. Ils savent ce que ça veut dire mesurer la qualité de l'air, c'est ce qu'ils apportent dans le projet. Amplissime, qui est une PME spécialisée dans la simulation numérique. J'en reviendrai en fait sur ces fonctions-là. Gensi, qui gère les ressources de calcul en France. L'IDRIS, qui est un centre de calcul qui est associé pour le déploiement de cette simulation à ce service. Keolis Rennes, évidemment, puisque c'est eux qui opèrent les bus. Et du coup, Neovia, qui est une PME spécialisée dans la gestion de projets. Alors souvent, c'est une bonne idée d'avoir ce type d'accompagnement dans la gestion de projet, parce qu'il y a quand même une complexité qui vient avec les projets européens. Donc, quand on n'a pas d'expérience ou de service spécialisé pour ça, de faire appel à une société qui sait gérer toutes les subtilités de l'Europe, c'est pas mal. Évidemment, la métropole de Rennes, une start-up Riax, qui est une PME spécialisée dans la gestion de ressources IoT, et puis UCIT, qui est une société spécialisée dans le déploiement de services dans le cloud. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de compétences que l'on a cherché à réunir au sein d'un même consortium pour définir une solution complète. Alors, l'idée, pourquoi prendre les bus pour collecter? On a en gros une problématique de déploiement si on veut mesurer le territoire avec plus de finesse. Par exemple, Airbraze, actuellement, c'est quelques capteurs sur la métropole de mesure de la qualité de l'air. C'est des capteurs qui valent autour de 50 000 €. Et je ne parle que des particules, je ne parle pas des autres polluants. Ça, on ne peut pas en mettre à tous les coins de rue. Alors, on peut avoir l'idée de mettre des petits capteurs pas trop chers, typiquement des petits capteurs SDS 011 qui valent 30 €. On peut se dire, je vais en mettre partout. Si je fais ça, je me retrouve avec un problème de connectivité et de qualité de capteur. Et du coup, nous, on s'est dit, on va faire entre les deux. On va rendre les capteurs mobiles, ce qui va nous permettre de mettre des capteurs un peu plus chers. Donc, on utilise des OPC N3 de AlphaSense. On va les rendre mobiles, ce qui va poser d'autres problèmes pour finalement mesurer à plus d'endroits. Et donc, c'est le choix qu'on a fait. C'est-à-dire que du coup, actuellement, on a 8 bus qui sont équipés, qui couvrent le territoire qui est sur la droite de la diapositive. Et on remonte la donnée avec le réseau LoRaWAN. Mais du coup, on a un équipement qui, dans chaque bus, peut être relativement coûteux. C'est-à-dire qu'on peut mettre des capteurs de qualité, parce que finalement, on va factoriser l'usage de ces capteurs par le déplacement. Alors évidemment, l'intérêt des bus Chronostar, là, c'est qu'ils sont assez longs, le pot d'échappement est loin, et donc ça ne perturbe pas la mesure. Et puis, on a beaucoup travaillé sur ces microcapteurs pour les comparer aux capteurs de référence. On voit bien que ça ne mesure pas tout à fait la même chose. La propriété des capteurs qu'on a qui est intéressante, c'est qu'ils sont comparables entre eux. C'est-à-dire s'il y en a un qui dit c'est bas et que l'autre dit c'est élevé, là où c'est élevé, on peut considérer que c'est plus élevé que l'autre. Par contre, en aucun cas, ces capteurs ne peuvent servir de mesure de référence, par exemple pour lancer une alerte, etc. Donc, ça sert essentiellement à détecter des points d'intérêt, c'est-à-dire des sources de pollution qu'on n'avait pas anticipées ou qui peuvent être non permanentes, et puis ensuite d'aller vérifier que c'est le cas. La mesure officielle est très encadrée. Ça correspond à la pesée des particules, alors que les capteurs qu'on va pouvoir mettre sur les bus, c'est des capteurs qui partent par laser, qui comptent
et transforme ce comptage en poids. Donc, du coup, il y a forcément des différences. Par contre, si on prend les équipements de type Airbrace, même si on les mettait sur les bus, ça ne marcherait pas parce que la mesure, c'est au minimum toutes les 5 minutes. Donc, évidemment, l'avantage des microcapteurs, c'est qu'on peut faire des mesures assez fréquentes. Là, on est sur une dizaine de secondes à peu près. Hein, donc, on remonte de la donnée toutes les 10 secondes. Et on a 2 modes de communication. On utilise beaucoup LoRa, qui est déployé sur Rennes, mais aussi la 4G. Et du coup, on sait, et on peut avoir la mesure en temps réel. Ce qui n'est pas forcément une obligation pour un projet comme ça, mais c'était intéressant d'avoir, parce que du coup, ce qui est installé sur le bus, on a toute une plateforme de communication des données. On peut faire un réseau de capteurs, j'en parlerai un petit peu après, et du coup, le bus devient un instrument de capture des données de territoire. Donc, on factorise la fonction de transport avec en plus de la mesure. Donc, ces bus tournent avec les capteurs dont je dis depuis 2 ans et demi maintenant, et ça fonctionne toujours. Alors, la partie numérique, elle est. Je ne vois pas les questions, donc Véronique, tu me dis si. Oui, François, on a une question concernant les nationalités des différents participants, Oui, c'est des une bonne différents question. partenaires. Oui. Alors, il se trouve qu'ils sont tous français, là, ce qui est c'est l'appel à projet n'obligeait pas à avoir des partenaires d'autres pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, on avait toutes les compétences localement, donc c'était beaucoup plus simple de faire qu'avec les Français. Et ça nous a simplifié le travail. Mais souvent, il y a des obligations d'avoir plusieurs nationalités représentées dans le consortium. Oui, tout à fait, je confirme. Voilà, et il faut bien lire et du coup, ça dépend de l'appel. Il faut vraiment s'intéresser à l'appel à projet et aux contraintes parce que il faut y répondre. Là, on n'a mis que des Français, ça correspond à un projet de territoire, c'est beaucoup plus logique. Et les appels CEF suivent un parcours un peu, de toute façon, devaient être tamponnés par le ministère pour pouvoir être éligible à l'étape suivante européenne. Par contre, tout est en anglais, ça reste un projet international du point de vue du résultat, etc. Merci François. Oui, c'est une bonne question. Mais effectivement, on a fait au plus simple, hein, parce que gérer des partenaires étrangers, c'est compliqué toujours. Voilà, alors la partie numérique, donc ça c'est l'autre partie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mesuré le territoire, ça vous donne l'image instantanée, mais on a la présence, on a une évaluation de la présence des polluants sur les axes qui sont mesurés. Par contre, ça ne vous donne pas l'exposition de la population. C'est-à-dire que pour ça, il faut utiliser de la simulation numérique et qui va, en fonction de la météo, calculer la dispersion. Donc typiquement, on va avoir plusieurs choses, des sources d'émissions. Ces sources d'émissions, elles sont calculées avec des statistiques sur le nombre de voitures qui passent, est-ce qu'elles sont Euro 4, 5, 6, etc. Il faut la topologie, évidemment, de la métropole. Et là, on voit qu'on commence à avoir plein de sources de données. Et puis, on va pouvoir comparer ensuite la simulation. On va soit compléter avec les données de capteurs les sources d'émissions, en disant, là, j'ai détecté une nouvelle source et voilà ce qu'elle fait. Et on va pouvoir comparer aussi avec les capteurs la simulation numérique. Donc, typiquement, la simulation numérique qui est faite, là, c'est un travail que fait Airbrace, compare cette simulation avec les valeurs remontées par ces capteurs. Alors, l'intérêt d'avoir cet outil-là, c'est qu'on va pouvoir faire du what if, et donc faire des évaluations de scénarios qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit on voudrait voir l'impact réel de la rocade sur la pollution de l'air, on enlève toutes les sources d'émissions liées à la rocade et ensuite on regarde ce que ça donne. Et on peut s'apercevoir, par exemple, que ça ne va pas forcément toujours changer les choses. Une partie de la pollution provenant de l'agriculture, quand c'est l'agriculture qui émet, on pourra évaluer finalement l'impact d'un aménagement potentiel du territoire sur la qualité de l'air, plutôt que d'essayer d'espérer que ce soit bien. Donc ça, c'est des outils qui sont relativement complexes, et le but dans le projet a été de les rendre
à ce service de manière à ce qu'un territoire puisse en emparer de manière routinière dans sa façon de planifier les choses. Oui, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Non, pas de... Non? Ah bon, j'ai eu un signal, moi, sur l'écran. Voilà. Donc, le modèle qui est utilisé, c'est un modèle qui est développé par l'École centrale de Lyon, qui est un modèle qui s'appelle CIRAN, qui capture, donc il faut lui donner une géométrie, une topologie, et ça mesure des effets canyon. Alors, ce n'est pas très précis, c'est à 10 mètres. Hein. Oui, là, il y avait encore une main. Eh bien, écoute, non, je... Je vois ça, moi. Mais... Bon, en fait, intervenez directement, vous me coupez la parole, puis ça va être très bien. Donc voilà, donc c'est des modèles. Alors là, le problème de ces modèles, c'est que les codes sont assez bien établis, la validation est faite, mais la mise en données, c'est-à-dire rentrer tous les éléments qui permettent de faire cette simulation, c'est quelque chose de complexe. Et ça, c'est la spécialité d'Amplissime. Et ensuite, il y a une fois que je l'ai installé pour un territoire, bah, finalement, c'est assez simple de faire du what if. Mais c'est encore quelque chose qui est relativement peu utilisé dans l'évaluation des aménagements de territoire. Ça devrait être souvent, c'est un peu trop, enfin, c'est un peu ponctuel. On va demander une évaluation. Si on avait fait ça sur la rocade à 70 il y a quelque temps, on aurait aperçu que ce n'était pas la peine de le faire. Voilà. Alors ensuite, le partage des données. Alors on travaille là, c'est toujours en cours, mais sur le projet RUDI, qui est la nouvelle plateforme de partage de données de la métropole, et qui est une plateforme fédérée, c'est-à-dire les producteurs fournit des outils pour la publication des données et s'enrôle dans la fédération. Et ensuite, leurs données sont disponibles sur le portail. Vous pouvez les voir, ça s'appelle rudy.bzh. Vous avez une première version qui n'est pas encore complète parce que les jeux temps réel ne sont pas encore mis à jour en temps réel, etc., mais qui va vous donner une idée de ce qu'on peut trouver. Et surtout, ce qu'on a cherché à faire dans ce projet RUDI avec la métropole et les autres partenaires, c'est de faciliter le fait de devenir producteur de données. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Il y a deux enjeux. Il y a quel service je rends aux utilisateurs, aux startups, ce qu'on appelle les porteurs de projets en général, et comment je facilite le fait d'être producteur de données. Parce que si on facilite cette opération, on a plus de chances d'avoir des producteurs occasionnels qui peuvent avoir des données d'intérêt général de valeur, mais ils ne vont pas devenir des grands producteurs. Et puis aussi d'avoir les données qui sont produites par les projets européens, d'intégrer, ce qui d'ailleurs est un peu une obligation. Une partie importante dans le projet ACMO a été de mettre en forme les données avec le DMP, le Data Management Plan, et le D4, qui est le format de décatalogue qui permet de référencer les données dans les différents portails. Donc typiquement, ça c'est une partie importante et une obligation dans la plupart des projets. Si on produit de la donnée, il faudra la publier, pas forcément open, mais au moins la cataloguer. Alors, les principales conclusion d'ACMO, c'est qu'on a une plateforme qui est sensible. Là, par exemple, qui est flexible. On est en train de faire des expériences en ajoutant des capteurs de CO2 pour mesurer le confinement dans les bus, par exemple. Ça va permettre, avec le Covid, etc., ça, c'est facile à faire. Donc, on ajoute juste un capteur et puis toute la logistique de données qui est associée, qui a été mise en place dans le cadre de ACMO, renvoie les données, on a les bases de données, etc. On peut fédérer des ressources hétérogènes et puis on peut rajouter du traitement de données, etc. Donc, c'est une vision de l'IoT dans le cadre des infrastructures de transport. Quelque part, ce qu'on défend comme idée, c'est de dire le transport qui ne fait que de transporter des gens, finalement, il est sous-utilisé, et de dire que le fait qu'un véhicule se déplace sur un territoire et puisse capturer des éléments
de mesures, enfin des mesures sur l'état du territoire, finalement, c'est un sous-produit de ce déplacement qui est éventuellement intéressant pour obtenir des jeux de données et une qualification du territoire qui est intéressante. On peut mesurer le bruit, on pourrait mesurer les îlots de chaleur, etc. Alors, les autres véhicules qu'on a envie d'instrumenter, et c'est déjà le cas, par exemple, avec ce sont les camions poubelles. Mais les camions poubelles, ils ont l'avantage d'aller dans beaucoup plus d'endroits que les bus, et ils ont le désavantage de ne passer qu'à certaines heures. Donc, quelque part, on veut avoir une couverture géographique qui soit la plus grande possible, et de l'autre côté, on a envie d'avoir une couverture temporelle aussi qui soit bien. Donc les chronobus, par exemple, pour ça, sont une espèce de compromis, parce qu'à un moment donné, on veut aussi minimiser le nombre d'installations, donc il y a une espèce de calcul à faire qu'on a fait avec Keolis pour savoir quels sont les bus qu'on devrait instrumenter pour avoir une couverture maximale avec un minimum de bus. Et ça, typiquement, c'est la partie méthode de Keolis qui sait faire ce genre de choses. La partie simulation, on parle de digitaux numériques, et bien ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de modèles numériques qui vont devoir être agrégés pour comprendre et pour pouvoir faire du what-if sur les territoires, pour comprendre la conséquence d'aménagement. Là, on a celui sur la pollution, la dispersion des polluants. Ben, quelque part, on a envie d'utiliser ça pour savoir comment la population va être exposée aux polluants ou aux variations de modification de conséquences des modifications des transports, par exemple. Et puis, la plateforme, là, on l'utilise aussi pour d'autres endroits, parce que finalement, même quand elle ne bouge pas, elle marche quand même, pour faire d'autres mesures dans la durée. Alors, l'intérêt de faire des mesures dans la durée, pas des mesures ponctuelles, c'est qu'on va pouvoir relier ces mesures à des données métiers. Et ça, les données métiers, par exemple, si on prend les trains, c'est la fréquence des trains, c'est la fréquence des voyageurs, c'est la météo sous-jacente, etc. Donc, l'intérêt de pouvoir faire de la mesure continue dans le temps va permettre d'essayer de redétecter quels sont les paramètres métiers que l'on peut changer qui vont avoir une influence ou pas. D'accord ? Donc, ça évite de se faire des choses qui sont... ça permet d'orienter finalement les développements. On peut se poser la question, par exemple, quel est l'impact de la ventilation sur la qualité de l'air ? Et ça, il faudra faire des mesures, etc., pour pouvoir savoir. Donc, le fait de mettre en place ces collectes de données, d'avoir qualifié les capteurs, ça, je n'ai pas tellement insisté là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on a des capteurs qu'on a des mesures. Il faut qualifier ces mesures, c'est un gros travail. Ça veut dire en général qu'il faut aller chercher des instruments scientifiques de comparaison. Et puis après, on en déduit, est-ce que ces microcapteurs sont adéquats à l'obtention de ce qu'on cherche ou pas. Mais dès qu'on va sur des instruments certifiés qui vont permettre de déclencher des alertes, on est tout de suite sur quelque chose de plus compliqué en général. Mais voilà, donc il y a des compromis à faire sur les capteurs en fonction de leur prix, leur disponibilité, leur certification. Et voilà, j'ai terminé, je pense. Oui. Merci beaucoup, François. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions pour François. Moi, j'ai une question peut-être un peu orientée, François, mais les plateformes comme Rudy, du coup, sont mises à disposition. Donc, c'est de la mise à disposition notamment de données en open data. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une réutilisation de ces données pour d'autres projets. Alors, quel type d'autres projets, en fait, réutilisent ces données aujourd'hui ? Alors, par exemple, ce qu'on est en train de regarder, il y a une étude qu'on a lancée avec le CREM pour comparer finalement, pour regarder l'exposition des données, de la population à la donnée aux caractéristiques socio-économiques des zones. Ça, c'est par exemple savoir si certaines populations ne sont pas plus exposées que d'autres. Et comparer ça à l'environnement social. Donc ça, et du coup, ça veut dire on prend les données qui sont montées par les bus, on les projette sur la grille Iris, et à partir de la grille Iris, comparer finalement
Ça, c'est une première utilisation. L'autre utilisation, c'est on a détecté par exemple des sources de pollution potentielles qui ne sont pas répertoriées actuellement par Airbus. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller voir est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est des artefacts un peu bizarres. Mais le fait de les publier, c'est qu'on va pouvoir les croiser avec autre chose. C'est toujours ce qu'on va chercher. Et du coup, on permet à des tierces parties de faire leurs propres analyses et pas seulement à la métropole d'avoir une idée de son territoire. Je suis constructeur de véhicules électriques. Je veux savoir si je rends des véhicules électriques obligatoires dans tout le centre-ville, est-ce que ça change la donne? C'est pas trivial, hein. La réponse, elle n'est pas directe. Hein. Ok. Alors, il y a une autre question qui n'est pas directement liée sur sur le lien. Je pense que Jean-Marc est en train d'y répondre. Mais du coup, je pense que c'était une... Merci beaucoup, François. Du coup, ça permet d'avoir une illustration sur le type de projet. Alors, effectivement, là, on est sur une particularité avec un projet avec des partenaires franco-français. Néanmoins, on est sur un projet autour de la mobilité. Alors, peut-être pas directement sur ce qu'un certain nombre de personnes entendent de la mobilité, mais on est vraiment sur quelque chose qui est très lié et qui permet justement, comme tu le disais, François, d'exploiter les transports en commun d'une autre manière et sur un sujet connexe, quoi. Oui, et l'autre chose, c'est le côté nationalité. Ça peut être une contrainte, mais c'est d'abord d'aller réunir des compétences dans un même consortium. Hein. C'est franchement, il faut le faire pour cette raison-là. Je pense, il ne faut pas le faire pour l'argent. Il faut le faire parce que les temps de paiement sont longs. Il y a des problèmes de trésor quand même derrière. Mais par contre, c'est des opportunités vraiment intéressantes pour le montage de ces projets. Et j'entendais des taux de succès de 30%, c'est très, très raisonnable. C'est pas tout comme ça. Non, effectivement. Merci beaucoup, François. De rien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je vous propose, alors, Nabila, est-ce que tu pourrais... Voilà, il y a un sondage qui vous est proposé avec 4 questions. Je pense qu'il y a à peu près 30 secondes pour y remplir. Voilà, l'idée de ce questionnaire, c'est pour nous d'avoir un peu de feedback et notamment d'être assez efficace sur l'accompagnement de membres et des Forcar qui souhaiteraient travailler sur ce type de sujet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on travaille déjà avec certains membres à de l'insertion dans des consortiums en cours de montage, que ce soit, donc Jean-Marc nous a présenté des topics issus du cluster 5, mais aussi ceux issus de la mission ville. Voilà, donc il y a des opportunités intéressantes. Voilà, et si vous n'êtes pas membre ID4Car à date, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut travailler facilement ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire pour qu'on puisse continuer à vous accompagner. Donc, à l'issue, j'enverrai les présentations aux participants. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, les contacts de Jean-Marc et Thilo sur le PCN sont disponibles de façon publique, donc n'hésitez pas à les contacter. Hein. Je pense Jean-Marc en direct aussi pour toute question. Exactement. Tout à fait. Et si vous avez des questions sur le projet ACMO, pareil, n'hésitez pas, on pourra vous mettre en relation avec François si vous êtes intéressé. Je meuble encore une petite minute juste pour vous parler d'un projet sur lequel ID4Car, donc un projet H2020 qui s'appelle Tangente. Le site web n'est pas encore sorti, mais dès qu'il sera sorti, on communiquera dessus, qui est un projet sur 4 Living Labs dont l'objectif est de travailler sur un système d'hypervision des flux multimodaux au niveau de ville. Donc, il y a 4 Living Labs, Athènes, Lisbonne, Manchester et Rennes.
Et donc, nous, ID4CAR, on coordonne les 4 Living Labs. Et donc, il y a toute une problématique autour comment dire, du harvesting, donc de la récolte de données de transport qui se pose et sur lequel on travaille notamment avec François, mais avec des startups et des PME du territoire pour Rennes et avec d'autres types d'acteurs pour les 3 autres villes que j'ai citées tout à l'heure. Et je pense que les résultats pourraient vous intéresser. Donc, c'est un projet qui vient de démarrer, mais on vous transmettra de l'info dessus dès que le site web est disponible. Voilà, donc le webinaire a été un petit peu plus court que prévu, mais il vaut toujours mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et puis l'objectif, c'était vraiment de vous doucement transmettre des informations globales sur les opportunités de financement des projets masse et mobilité dans le cadre d'Horizon Europe. Comme dit, on vous enverra les informations et vous avez l'objectif, c'est que vous repartiez avec les contacts pour pouvoir aller plus loin. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci pour votre attention et à bientôt certainement. Au revoir.